Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver avec un nouvel épisode. Cette fois-ci, je vous emmène de l'autre côté de l'océan Atlantique. Nous partons à Washington avec Astrid qui nous raconte son expatriation. Donc en fait, Astrid et sa famille vivent à Washington, ou juste au sud, depuis 6 mois. Et donc elle nous raconte l'installation, comment ça s'est passé pour les enfants. Astrid est maman de 4 enfants, adolescents et même jeunes adultes. Et donc il n'y a que la moitié de la fratrie qui est à Washington avec eux. Donc elle nous raconte un peu tout ça, l'installation des adolescents à la fois aux États-Unis et puis la nouvelle vie de ces 2 grandes filles étudiantes qui sont restées en France. Nous abordons longuement le sujet de l'intégration dans un pays étranger, des chouettes rencontres qu'Astrid a pu faire, de l'intégration de ses enfants dans un lycée américain, des découvertes qu'ils ont faites déjà aux États-Unis lors de petits voyages. Enfin bref, un épisode qui, comme d'habitude, va vous faire voyager. J'espère qu'il va vous plaire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Astrid. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast de Parents Voyageurs. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer, bien, comme d'habitude sur le podcast, est-ce que tu peux te présenter, toi, ta famille, et du coup votre projet d'expatriation ? Eh bien écoute, bonjour Floriane, merci de m'accueillir, je suis très touchée. Alors, moi je suis Astrid, sous le nom qu'on utilise souvent, c'est Estampapier. J'ai 54 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants et nous avons déménagé aux États-Unis il y a à peu près 6 mois pour une expatriation de 3 ans. Et nous avons emmené avec nous 2 enfants sur 4. Les 2 aînées sont étudiantes en France, donc elles sont restées en France, et nous avons 2 adolescents avec nous. Et nous habitons maintenant dans la région de Washington. Ok. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette expatriation aux États-Unis ? Tout simplement, j'ai suivi mon mari qui a été envoyé en mission par le gouvernement français. Ok, oui, parce que alors, si vous ne connaissez pas Astrid, donc moi je la connais depuis un petit moment puisque je la suis sur Instagram, son mari c'est James Bond, c'est ça ? Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc il est en mission top secret. Je crois que même toi, en fait, tu sais pas pourquoi il est aux États-Unis. Exactement. Alors en fait, moins on en sait, mieux c'est. Ouais. Donc je ne sais pas avec qui il travaille, ni pour qui, plus ou moins, ni où. Voilà, j'ai pris l'habitude parce que ça fait 20 ans que nous sommes mariés et ça fait 20 ans que c'est comme ça. Donc je le vis très très bien. Ok, bah ouais, c'est un petit peu particulier comme situation. Donc voilà, donc c'était pour suivre donc ton conjoint qui a une opportunité professionnelle. Est-ce que c'était un ordre du gouvernement pour lui d'aller aux États-Unis ou est-ce que c'était une opportunité ? Vous avez dû réfléchir, savez-vous décider si vous y alliez ou non ? Alors en fait, c'était un souhait de mon mari, c'était une opportunité et il avait demandé cette mission il y a 3 ans déjà, qui lui a été refusée. Ils ont envoyé quelqu'un d'autre et après coup, on s'est dit que finalement c'était très très bien parce que cette autre personne est partie juste avant la crise Covid. Ouais. Et en fait, ces 3 années aux États-Unis, ont été très difficiles. Et en fait, on se rend compte après coup qu'on est très très content d'être arrivé seulement maintenant. Comme quoi, dans la vie, parfois, il y a des choses qui ne vont pas dans notre sens, et on découvre après que c'est ce qu'il fallait. Ouais, c'est vrai que c'est souvent le cas finalement, mais il faut se laisser aussi l'opportunité de le voir, quoi, de s'en rendre compte que finalement, parfois, le petit coup de moins bien sur le moment peut déboucher sur quelque chose de plus positif.
Et donc, bah, quand il a eu cette opportunité, vous avez accepté sans hésiter, quoi, parce que ça faisait déjà un petit moment que c'était dans vos têtes. Eh bien non, figure-toi. Ah non. Mince. Parce que pendant ces 3 années, on a beaucoup évolué, l'un et l'autre, les enfants ont grandi. Et Ouais. donc, ce qu'on aurait accepté tout de suite il y a 3 ans, j'ai eu un peu de mal à l'accepter cette fois-ci, parce qu'en fait, j'ai quand même 2 filles qui sont devenues étudiantes entre-temps. D'autres enfants qui ont grandi et une qui devait passer le bac. Donc, c'était aussi une question à se poser. Est-ce que ça vaut le coup pour elle? Est-ce que ça vaut pas le coup? Mhm. Euh, et Donc, en ils fait, ont quel âge, tes enfants? alors, notre aîné a 20 ans, 18 ans, 17 ans et 15 ans. Ok, donc les deux plus grandes en études Oui, supérieures, déjà au moment du départ, ou il y en a une peut-être qui rentrait là en septembre en études oui, supérieures? l'une qui est entrée en septembre en études supérieures. Ouais. Et, Et puis donc une autre qui passait donc son bac là cette année, qui est oui, en et terminale. puis finalement, Et non. En puis, fait, il y en a une qui était déjà, ça faisait 2 ans qu'elle était en études supérieures. ouais. Ma seconde qui venait de passer son bac et qui allait commencer ses études. Et puis, les 2 autres enfants plus jeunes qui nous ont suivis. Alors effectivement, il y en a une qui devait passer son bac, mais elle a choisi de redoubler, c'est-à-dire de refaire une première pour pouvoir profiter des 2 ans aux États-Unis, parce que nos 2 enfants sont dans un lycée américain. Et pour pouvoir profiter de au moins 2 ans aux États-Unis, elle a fait le choix de redoubler sa première pour faire première terminale aux États-Unis. Ok. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup réfléchi, le pour et le contre. J'avoue que, alors, au début, quand mon mari m'a présenté la situation, il m'a dit on partirait que pour un an. Et je lui ai dit un an, c'est non. Un an, ça demande beaucoup trop d'investissement pour le déménagement, pour s'adapter aux États-Unis et puis repartir au bout d'un an. Donc je lui ai dit c'est trop, je ne veux pas. Euh, je lui ai dit écoute, tu te débrouilles. Soit on part pour minimum 2 ans, soit on part pas du tout. Donc ça a été un petit peu chaud pendant plusieurs semaines. Nos enfants n'étaient pas au courant qu'on pouvait éventuellement partir. Ah ouais. On n'en avait pas parlé parce qu'on n'était pas sûr du tout. Ouais. Euh, et donc ça a duré plusieurs semaines et la situation était assez difficile pour mon mari. Et donc il a dû faire des choix. Il a dû aussi un peu taper du poing sur la table de son côté. Et puis finalement, il m'a dit, nous partons pour 3 ans. Donc formidable. J'ai dit d'accord, bien sûr. Et donc c'est là que nous avons prévenu les enfants que nous avions fait le choix de partir aux États-Unis et qui étaient très très contents. C'est vrai. Ah bah tant mieux du coup. Oui. Et même les deux grandes, du coup. Alors on a demandé aux 2 grandes si elles voulaient nous suivre. Ouais. Elles ont préféré rester en France parce que celle qui avait déjà commencé ses études, bah, elle avait toutes ses amies, elle avait commencé son parcours universitaire. Elle a dit, moi, je vois pas l'intérêt de partir aux États-Unis, puis les États-Unis, ça la penchait pas tellement. Donc voilà, elle y voyait pas l'intérêt. Euh, et notre seconde, elle rentrait chez les Compagnons du Devoir, qui est pour elle le Graal. Et donc elle a dit, non, non, mais pas question, moi je reste en France et je reste avec les compagnons pour pouvoir commencer mes études. D'accord. C'est celle qui fait de la pâtisserie, c'est ça? Exactement, Ouais. celle qui est en formation de pâtisserie. Ok. Donc elle avait déjà aussi un projet bien en tête et. Tout à fait, tout à fait. D'accord, d'accord. Bon, c'était quand même, j'imagine, un petit point. Enfin, je me mets à ta place de maman. Bon, moi, j'en suis pas encore là. Mes enfants sont petits, mais je pense déjà ça fait un petit quelque chose quand les enfants quittent le nid pour faire leurs études supérieures. Et bon, bah là, vous avez un océan entre vous, quoi. Ah oui, C'est pas c'est rien. dur. Ouais. C'est le seul point, alors qui n'est pas négatif en soi, parce que c'est pas parce que quelque chose est difficile que c'est négatif, mais pour moi, c'est une épine dans le cœur. Ouais. Mes filles me manquent beaucoup. J'essaie de pas trop leur dire, mais comme elles vont écouter le podcast, elles vont l'entendre. Les coquines. Nos filles nous manquent beaucoup. Je le savais que ça serait difficile, mais c'est aussi un âge où de toute façon elles vont faire leur vie, donc il faut les laisser partir. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Bon là, c'est du coup, c'est un peu plus radical que Oui, ce que vous aviez sans doute imaginé, mais oui, ça va aussi dans le sens de la vie. Et bon, j'espère qu'elles sont quand même épanouies dans leurs études et qu'elles sont peut-être aussi oui, heureuses de cette indépendance
un petit Alors, peu. elles étaient très heureuses au début. Elles le sont toujours, je pense. Mais quand il y a des moments difficiles, on n'est pas là tout à côté. Hmm. C'est pas toujours facile, mais ça se fait. Et puis, on a de la chance, c'est-à-dire qu'on a de la famille près de Paris. Mes parents qui habitent à Compiègne et qui les entourent énormément d'affection. Donc, leur ancrage maintenant, ce sont chez leurs grands-parents en fait. Ok. Et c'est là qu'elles se retrouvent, c'est là qu'elles reçoivent l'affection qu'elles ne peuvent pas recevoir parce qu'on est loin. Et mes sœurs ou mes beaux-frères, belles-sœurs aussi sont vraiment très, très accueillants. Et je trouve que justement, cette séparation les a fait mûrir. Et c'est-à-dire que les a ouverts sur autre chose. Elles ont découvert, grâce à cette mutation, que bien sûr leur ancrage c'est leurs parents, mais c'est pas que leurs parents. Et elles ont découvert qu'elles pouvaient trouver aussi autre chose. Enfin, l'affection dont elles avaient besoin, elles pouvaient le trouver différemment. Et ça, je trouve ça génial. C'est très enrichissant. Ouais, c'est vrai que c'est ultra positif. D'une certaine manière, elles ont agrandi leur famille, quoi. Enfin, Tout à fait. ah ouais, donc c'est super positif. Est-ce qu'elles peuvent, enfin, ou est-ce qu'elles envisagent, je sais pas trop, de venir vous voir quand même de temps en temps? Alors, quand on les a eus en vidéo ce week-end, parce qu'on les a tous les week-ends en WhatsApp, parce que moi je suis en grand grand manque. Je leur ai dit écoutez, au début de l'été, si vous voulez, vous pouvez venir. Et puis de toute façon, nous cet été, on compte rentrer au moins un mois. Et j'ai dit à ma fille aînée, viens 15 jours ou 3 semaines avant, et puis on rentre ensemble. Et puis ma seconde fille, je lui ai dit débrouille-toi pour venir après. Donc elles sont pas venues pendant l'année. Elles ne viendront pas parce que elles ont des vacances assez courtes. Ouais. Et pour venir, il faut au moins 2 semaines. Et donc, c'est un peu compliqué. Et puis, financièrement, c'est un coût. Bah Mais oui, elles c'est sont sûr. venues avec nous cet été. Elles ont déménagé avec nous. Donc, elles ont vécu ici pendant 3 semaines. Elles ont vu là où on habitait. Elles ont vu l'installation. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Et je pense qu'elles vont revenir un peu cet été. Ouais, ouais, ok. Bon, ça c'est chouette. Et alors les plus jeunes, donc les deux plus jeunes, tu disais qu'ils étaient, ils ont été directement super emballés. Ils se sont pas, comment dire, enfin quel genre de questions est-ce qu'ils se posaient quand même avant de partir? Ou est-ce qu'il n'y avait pas de questions, c'était vraiment go go go? Alors, c'était go, go, go. Mais ils se posaient quand même des questions parce que c'est quand même une autre culture, hein. Ouais, On savait que le système scolaire était totalement différent. Et, euh, et du coup, en fait, j'étais en lien, quand j'étais en France, j'étais en lien avec une Française qui habite pas loin de là où on est, et qui est institutrice dans les établissements américains depuis très longtemps, et qui m'a donné beaucoup de conseils, qui m'a expliqué le fonctionnement des établissements américains. Et donc, j'ai pu en discuter avec les enfants et les préparer. Donc quand ils sont arrivés, ça a été la douche froide évidemment, mais ils savaient que ça allait être la douche froide. ok. Et comment ça se matérialise ces La douche différences? froide. Ouais, non, pas la douche froide, mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi différent entre nos systèmes? Alors la première différence, c'est que il n'y a pas de classe comme on a en France. Par exemple, une classe de quatrième où on est toute la journée avec les mêmes élèves, Ouais, même si on change de prof. Là, en fait, c'est par module. Alors, tu as des niveaux. J'ai un fils qui est en ninth grade, donc c'est la première année de lycée. ouais. Il est à ce niveau-là, je crois qu'ils sont 500. C'est énorme, c'est un très gros lycée. Ouais. Et il retrouve les mêmes élèves en espagnol, il retrouve les mêmes élèves en anglais, d'autres élèves, et il retrouve encore d'autres élèves en maths, parce qu'en fait, je trouve que c'est très intelligent comme fonctionnement. Si tu avances bien dans un module, on te fait passer au module supérieur. D'accord. C'est-à-dire que tu avances à ton rythme. Tu ne vas pas au rythme de la classe. Ok. Si en anglais tu as un peu plus de mal, tu restes dans ce module un certain temps. À D'accord. partir du moment où tu as atteint le nombre de points, le nombre de crédits qu'il faut, tu passes au module supérieur. Ok. Et ainsi de suite dans chaque matière. Donc en fait, tu peux changer de groupe. Ma fille aînée, elle a changé de groupe plusieurs fois parce qu'elle évoluait beaucoup plus vite que prévu. Et du coup, ça lui rapporte des points pour le bac
américains. On appelle ça des crédits. Ouais. Et donc, plus tu as de crédits, plus tu as de chances d'aller dans les universités que tu souhaites. Ok. Donc, tu peux avoir des crédits en sport, en activité artistique, en maths, en tout ce que tu veux. Tu peux accumuler des crédits. Et le but, alors, le niveau aux États-Unis, le niveau scolaire n'est pas du tout le même qu'en France. Moi, j'avoue avoir été un peu décontenancée de ce côté-là. C'est très cool. Ok. Si tu n'as pas envie de travailler, bah, tu ne travailles pas. Mais au résultat, quand tu arrives à la fin de ta scolarité, bah, tu as très peu de possibilités de rentrer dans certaines universités. Et par contre, si tu travailles plus que ce qu'on te demande, eh bien, tu peux atteindre un nombre de crédits qui t'ouvre plus de portes, tout simplement. Et donc, c'est ce que les adultes attendent des jeunes, en fait. Ils leur font confiance et ils attendent des jeunes qu'eux-mêmes se bougent, en fait, pour avoir plus. Alors, nos enfants, ils ont mis du temps à intégrer ce genre de choses parce que ça n'a rien à voir avec la France. Donc, Oui, tout c'est était vraiment nouveau. C'est vraiment une philosophie différente, quoi. Ah, mais complètement. C'est-à-dire que, en fait, l'adulte te fait confiance. Et moi, ça, je trouve ça génial. Et hyper positif tout le temps. Ouais. Alors, parfois, ils exagèrent un peu parce que tu peux rendre une copie qui est complètement fausse, mais si tu as rempli toutes les questions, tu as au moins 10. Tu as déjà la moyenne. Alors bon, tu te dis, il faut quand même pas exagérer. Mais c'est leur fonctionnement, c'est comme ça. Donc, quand les enfants nous disent bah, j'ai eu B+ en maths, c'est bien, mais ils peuvent faire mieux. Ouais. Même si les maths, par exemple, les maths n'ont rien à voir avec les maths français. Donc, ils ont aussi dû, avant de rentrer au lycée, passer des examens pour pouvoir se remettre à niveau, savoir à quel niveau ils étaient, parce qu'il y a certaines matières que nos enfants n'ont jamais faites. D'accord. Et est-ce que, parce que là, tu as parlé, par exemple, ton fils, donc il fait espagnol, anglais, maths. Est-ce qu'il a choisi ces 3 matières-là? Est-ce qu'il y a un pool de matières obligatoires ou est-ce qu'il en a beaucoup d'autres matières? Il a que ces 3-là? Alors en fait, il y a un pool de matières que tu es obligé de faire. J'ai parlé de l'espagnol, mais l'espagnol, c'est pour l'année prochaine. Et tu as des matières que tu peux choisir. Lui, il a choisi, tous les deux, ils ont choisi pour la première année de faire du français. Là-bas, le français est étudié comme seconde langue. Et ils ont, leur counselor, qui est leur, comment on dit en français? Un conseiller d'orientation? Oui, c'est ça. Leur a dit qu'effectivement, c'était une bonne idée de faire du français la première année. Ça leur apporte des points de crédit. Ouais. Ça leur permet pendant une journée de se reposer un peu. Ouais. C'est-à-dire que eux, ils sont en immersion totale avec des Américains. Ça leur permet d'avoir une heure où, tu vois, ils retrouvent leur langue maternelle et c'est plus facile pour eux. L'année prochaine, ils vont arrêter le français pour se lancer totalement dans d'autres matières. Ok. Et du coup, de ce que, je sais pas, j'ai l'impression de deviner un petit peu dans ce que tu dis, il se projette forcément dans des études universitaires aux États-Unis? Alors, pas forcément. Alors, notre fille aînée, oui, parce que c'est son rêve. Okay. Elle voudrait rester aux États-Unis pour ses études, mais elle est en train de se rendre compte que c'est pas forcément évident, parce que les études aux États-Unis sont absolument hors de prix. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il faut faire des crédits. Donc elle se rend compte de ça et elle se rend compte aussi que c'est pas forcément le plus facile. Donc elle est très partagée. Ouais. Alors normalement, elle est en 11th grade. Elle devrait cette année se préparer déjà à rechercher des universités. Elle l'a pas encore fait. Moi, je la pousse pas forcément à faire ses études aux États-Unis. Donc pour l'instant, j'attends de voir. Donc on va voir. Notre fils, lui, il voudrait faire ses études en France. Il aimerait finir toute sa scolarité ici et revenir en France. Donc, on va voir comment les choses évoluent. En fait, on est des parents qui mettent pas du tout la pression sur les études, spécialement moi. Et j'avoue que pour cette année, on a décidé de pas du tout mettre la pression sur nos enfants. C'est une année pour eux où il a fallu s'adapter à un pays qu'ils ne connaissaient pas du tout, une langue qu'ils parlaient très très peu. Et donc, ça demandait énormément d'énergie. Encore aujourd'hui, ça leur demande beaucoup d'énergie. Ouais, ça m'étonne pas. Donc, je pense que c'est chaque chose en son temps. On n'est pas à une année près.
On a toute la vie devant nous. Je dis pas qu'il faut rester toute sa vie scolaire, Bien sûr, mais bien sûr. on n'est pas à une année près. Et nos enfants avaient vraiment besoin de retrouver une scolarité apaisée. Euh, notre, notre troisième fille, donc celle qui est en 11th grade cette année, a vécu des années scolaires du lycée à cause de la crise Covid très très difficiles. Elle a fait quasiment un rejet de scolarité avec beaucoup de souffrance. Et donc notre priorité, et quand on a pris la décision de partir aux États-Unis, ça a été entre autres pour elle, parce qu'il fallait vraiment la sauver, et qu'on s'était dit, puisqu'elle est en rejet de scolarité française, on va essayer la scolarité américaine. Ouais. Et elle était à fond pour, et sans aucun regret, parce qu'elle est très très heureuse. Ouais, ouais, c'est super chouette. Mais c'est vrai que on n'y pense pas tellement. Enfin, surtout nous les parents, j'ai l'impression que dans nos auditeurs, on a beaucoup de parents qui ont des enfants plus jeunes. Et c'est vrai que la scolarité des lycéens pendant le Covid, c'était vraiment autre chose. Je pense que nous, nos petits loups, où, moi j'ai fait faire des dessins et tout ça, j'en avais un en maternelle quoi pendant les confinements, donc c'est pas du tout la même histoire. Donc là c'est vrai que ça donne une bouffée d'air en fait, Ah oui, vraiment oui, une oui, nouvelle tout à fait. perspective. Et Oui, bon bah super, c'est ultra positif. Et oui. t'as parlé juste vite fait de leur niveau d'anglais avant d'arriver. C'est une question que je me posais parce que c'est vrai que le niveau d'anglais quand on est juste un collégien ou un lycéen classique en France, c'est pas fantastique quoi. Le niveau d'anglais, on est assez loin d'être bilingue. Comment ça s'est passé cette partie-là et comment ça se passe encore enfin, depuis que vous êtes là, quoi, depuis que vous êtes arrivé à Washington? Alors, je savais que le niveau d'anglais en France était nul. Je pense. J'ai N'ayons moi-même pas vécu peur à des mots, moi l'étranger. j'ai dit pas fantastique. Alors, moi, j'ai vécu à l'étranger pendant 3 4 ans où je parlais qu'anglais. Ouais, Donc, je voyais bien la différence et je disais tout le temps à mes enfants, mais il faut que vous parliez anglais. En fait, les cours d'anglais en France, je ne sais pas pourquoi, ils passent leur temps à écrire et à apprendre des règles, ce qui est très bien. Mais il faut parler, en fait, ouais, parler, parler, parler. Et en fait, ils ne parlent jamais ou très peu. Donc, en fait, quand ils arrivent ici, ils ne savent pas parler anglais, mm, tout simplement. Bon, et puis les biens, ils avaient peut-être un niveau pas extraordinaire en plus. Donc, ils sont arrivés ici, autant te dire qu'ils ne parlaient pas un mot. En tout cas, mon fils, avec en plus l'appréhension des premiers jours, ouais. il était muet. Ben oui, parce que c'est toujours hyper intimidant de se lancer dans une langue que tu sais que tu parles pas bien, tu sais que tu Oui, vas faire des fautes, que tu as un accent qui va être entendu comme étant catalogué comme étant français à des kilomètres à la ronde. De toute façon, tu pourras pas y échapper. C'est hyper intimidant et c'est très très. dur d'oser Mm, d'oser se lancer. tout à fait. Mais ils sont jeunes et moi, j'avoue que je les admire parce que euh, arriver dans ce milieu-là, dans une langue. En plus, dans le lycée où ils sont, il y a énormément d'étrangers. Donc, chaque personne a son propre accent. Ok. Et même chez les Américains, tu as des accents différents, donc plus ou moins compréhensibles. Donc, ça, c'était une grande appréhension pour eux. Et cet été, avant qu'ils ne rentrent, ils ont été obligés de passer des examens, et entre autres en anglais. Ouais. Et là, ils ont vu que, en fait, ils étaient nuls. Mais Mince. nuls. Et ça, après les examens, ils ont eu un petit peu de pression en se disant va-t-on y arriver. Et puis, les premières semaines ont été compliquées, il faut l'avouer. Et puis, très vite, en fait, les jeunes, ils ont cette capacité de s'adapter très vite. Mm. Ils se lancent, ils finissent par dire un mot, 2 mots, 3 mots, et puis après, ils parlent. Ouais. Et là, alors, ils sont pas bilingues pour l'instant, ils se débrouillent très très bien. J'entends souvent mon fils parler avec les copains au téléphone. Je suis morte de rire, hein, parce qu'il a un accent, comment dire, mélangé de plusieurs cultures. C'est très très drôle, parce qu'il a des amis mexicains, camerounais, chinois, coréens.
Et donc, il a tous ses accents. Ah oui, Son donc accent, il a tout assimilé, tout agrégé, et puis ben voilà, il en fait son style particulier, quoi. exactement, c'est très drôle. Et ma fille, alors, elle a chopé l'accent américain. Donc, elle parle avec l'accent américain, elle est très fière. Et donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, il se débrouille. Il se Ouais, débrouille même en cours, tu vois, il parle avec le prof, il parle avec les copains. C'est pas un problème. ok. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Mais écoute, ça me fait hyper plaisir quelque part d'entendre que même encore quand on est adolescent, on reste hyper adaptable et Oui. qu'ils ont assimilé quand même assez rapidement à la fois la langue et puis du coup ils sont bien intégrés quoi Oui, dans ils sont leur bien classe, intégrés. sans dire classe, mais Alors, en fait, il faut savoir que je pense que ça dépend des caractères. ouais, Euh, c'est vrai que ces deux enfants-là étaient tellement contents de partir aux États-Unis que déjà, quand tu as envie, ça aide. ouais. Tu peux avoir des enfants qui arrivent ici et qui n'ont pas forcément envie, ou pour qui c'est très compliqué, Hmm. qui sont introvertis. Et là, ça peut être difficile. Moi, j'ai vu des enfants de familles françaises pour qui c'est vraiment compliqué. Ah oui. Qui pleurent pour pas aller en cours ou qui ont envie de rentrer en France. Et ça fait déjà 1 an qu'ils sont là, 1 an ou Ah 2. ouais, ouais, ouais. Ouais, donc du coup, toi, la différence avec les tiens, c'est que les tiens, ils étaient hyper emballés par le projet au Ah final. oui, complètement. Ouais. Complètement emballé. Ok, ok. Bon, bah alors très chouette. Pour les 4 enfants, ça se passe plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la petite période qu'il y a eu entre le moment où vous avez pris la décision donc de vous expatrier et puis le départ? Combien de temps il y a eu et puis qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, j'ai en tête quand même, enfin déjà quand on part en voyage aux États-Unis, il y a un petit peu de paperasse à faire. Je me dis pour une expatriation, c'est peut-être pas aussi simple. Je sais pas. En même temps, comme c'est par le boulot de ton mari, peut-être qu'il y a des choses qui ont été facilitées. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce par quoi vous êtes passé là dans cette petite période? Alors, c'est drôle parce que quand tu as dit peut-être que le boulot de mon mari a facilité, j'ai souri parce que le boulot de mon mari a fait tout le contraire. Ah mince. En fait, on l'a su 6 mois avant de partir, à peu près janvier-février. Euh, et donc, il faut au moins 6 mois de préparation, surtout quand tu laisses des enfants en France. Ouais. Euh, et que, alors nous, on n'a pas fait comme tout le monde, comme d'habitude, on a du mal à faire comme tous les expatriés. On a choisi un peu la complication, c'est-à-dire qu'on est allé s'installer dans une ville où il n'y a quasiment pas d'expatriés. Euh, on était loin de tous les autres, enfin loin, donc c'était pas très loin, mais bon voilà. Et on a fait des choix qui nous ont pas facilité. Euh, j'ai vécu ces 6 mois comme une épreuve. Ouais. C'était une épreuve parce que mon mari a été envoyé là-bas et on lui a dit tu te débrouilles. Chose que je trouve totalement Ah, inadmissible. Quand ouais. je compare avec ceux qui partent avec des entreprises privées ou publiques, mais les entreprises font énormément, ils aident énormément les familles. Là, on a été totalement livrés à nous-mêmes. Il a fallu se débrouiller pour tout. C'est-à-dire que pour tous les détails, les paperasses, les passeports, les visas, trouver une maison, bon, l'école, ça, c'était pas un problème. Euh, ça a été une épreuve, en fait, très, très, très difficile. Plusieurs fois, j'ai dit à mon mari, on abandonne tout, parce que c'est pas humain. Non, non pas que on nous, comment expliquer? En fait, j'avais l'impression, je l'ai vécu comme une maltraitance de la part du boulot de mon mari. Mm. Alors, est-ce que c'était voulu ou pas? Je ne sais pas. Toujours est-il que quand on est arrivé ici, j'ai découvert que pour d'autres personnes, ça avait été similaire. Donc, je pense qu'il y a une cellule à mettre en place pour les familles, pour les mutations, une cellule qui n'existe pas, pour aider les familles qui partent à l'étranger, parce que c'est très, très éprouvant. Surtout quand il faut s'occuper d'installer 2 étudiants en plus en même temps. Ouais. Moi, j'avoue que si j'avais pas fait une rencontre qui m'a vraiment sauvée,
je serais arrivée dans un état second ici. Et peut-être que j'aurais pas été aussi enthousiaste, je ne sais pas. J'ai rencontré une infirmière qui m'a dit, mais Astrid, il faut que tu fasses de la sophrologie. Et je connaissais pas trop, j'en avais entendu parler. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire de la sophrologie, je dis pas que tout s'est arrangé, que tout est devenu simple, mais c'est mon attitude qui a changé par rapport à tous les obstacles qu'on a vécus. Et j'avoue qu'elle m'a sauvé la vie. Je croyais que tu allais me dire que tu étais rentré en contact avec déjà quelqu'un sur place, etc., qui t'avait aidé à dépatouiller concrètement des situations. Mais non, finalement, c'est quelqu'un en France qui t'a apaisé, qui t'a permis Oui, d'accueillir tout ce merdier, quoi, en gros. exactement. En fait, c'est vrai il faut vraiment avoir une disposition. Je ne sais pas comment expliquer. Alors, c'est peut-être moi qui l'ai vécu comme ça, mais je sais qu'il y a d'autres conjoints français qui sont arrivés ici, parce qu'en plus, quand tu arrives ici et que tu es le conjoint de celui qui est envoyé aux États-Unis, tu n'as pas forcément le droit de travailler. Donc, ça veut dire que tu quittes une situation et que pendant 3 ans, ta vie est entre parenthèses. Donc, c'est aussi un choix qui n'est pas facile à faire. Moi, j'étais persuadée, je me suis renseignée, j'étais persuadée que je pouvais continuer à travailler en arrivant aux États-Unis. Et quand je suis arrivée la première semaine, une Française me dit, mais Astrid, tu n'as pas le droit de travailler. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, non, la situation de ton mari, ta situation à toi, tu n'as pas le droit de travailler. Et en fait, pour moi, ça a été horrible. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai pas enduré tout ce que j'ai enduré pendant 6 mois pour me faire entendre que, en plus, au moment où j'arrive, j'ai pas le droit de travailler. Pour moi, ça a été vraiment un scandale parce que je me suis dit, mais ça, ils devraient nous le dire avant qu'on parte. Que les choses soient bien claires, que les gens sachent. Bon. Donc, j'étais un petit peu en colère. Non, je te coupe juste une petite seconde. Il faut dire donc en France, tu es créatrice artisane, Oui. tu travailles le papier, tu es indépendante. Oui. Est-ce que c'est cette situation-là qui fait que c'était compliqué si Non. tu avais été Alors, salarié en fait, et que tu avais recherché un travail non, salarié justement. aux États-Unis? Non, en fait, la personne qui me l'a dit ne me connaissait pas. Elle pensait que j'étais salariée. Et en fait, ce qui m'a sauvée, c'est que je suis auto-entrepreneur. Parce que justement, je me suis renseignée après auprès de 2 fiscalistes américains. Je leur ai posé des questions. Et je leur ai dit, voilà mon statut, voilà celui de mon mari. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Et donc, eux ont pu me dire et me confirmer que je pouvais travailler. Si j'avais été salariée, je n'aurais pas pu travailler. Ah ouais, ton visa en fait te permet pas toi Oui, de chercher du oui, travail sur le sol américain, quoi. oui. Et le visa, qui est le même que celui de mon mari, qui est un visa spécial, eh bien, je n'aurais pas pu travailler si j'avais été salariée. Voilà. Donc ça fait partie des choses aussi. Alors, heureusement, je peux travailler. Je trouve ça génial. J'ai de la chance. Mais il y a quand même plusieurs familles où la mère ne peut pas travailler. Et parfois, ça peut mettre les familles dans des situations un peu compliquées. Parce que c'est pas toujours très bien vécu. Peut-être qu'on en parlera plus tard parce que, quoi qu'on en dise, c'est pas toujours facile de s'intégrer aux États-Unis. Je l'ai découvert une fois sur place. Et donc, quand tu peux pas travailler, tu as cette frustration que tu es pas forcément bien intégré, c'est un peu compliqué. Bah oui, c'est très dur parce que du coup, tu te retrouves très seule, quoi. Très seule. Et en plus, le système scolaire est régressif pour les Françaises qui arrivent ici, parce qu'en fait, très souvent, il faut emmener les enfants à l'école. L'école n'est pas toujours tout près. Et donc, soit ils prennent le bus jaune, mais c'est un peu compliqué, soit il faut faire les trajets. Et donc, nous, en France, on n'a pas forcément l'habitude de faire les trajets. Moi, je ne les faisais plus depuis des années. Et donc, si tu veux, tu te retrouves en plus de ça à refaire des trajets tous les matins et tous les après-midi. Et comme ils sortent à 3h de l'après-midi ou 14h30, ton après-midi est fusillé. C'est ça. Donc, tu te retrouves avec des enfants chez toi tout l'après-midi. Alors, autant te dire que c'est pas toujours facile, en fait. Ouais, j'imagine tout à fait. Parce que donc, moi, j'ai encore des enfants jeunes que j'emmène à l'école, que je vais chercher pas tous les soirs parce que bon, je suis aussi indépendante du coup et il faut quand même que je travaille. Mais c'est vrai que en fait, tu passes ta journée à ça, à travailler les mioches. On les adore, il y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on n'est pas taxi, quoi.
Voilà, exactement. Et en fait, ça arrive surtout pour les familles qui ont des enfants de nos âges, des adolescents, des grands, Ouais, qui en France, quand ils vont en cours, ils y vont soit en bus, soit en vélo, soit à pied. ouais, c'est ça. Euh, Sauf si l'école est vraiment très très loin, mais c'est très rare que Non, les mais bien parents se sûr, tu as déplacent. toujours des cas exceptionnels, mais c'est vrai qu'en France, souvent, quand même, arrivé au collège, au lycée, on ne les emmène plus ou beaucoup moins, Bah, quoi. ils sont autonomes. Ouais, Et là, ils ne sont plus autonomes, ouais. clairement. Sauf les miens. Ta plus grande américaine, là, elle pourrait passer son permis, non? Alors, elle est en train de préparer son permis, c'était aussi son rêve. Elle est en train de se rendre compte que c'est pas si facile et pas si rapide que ça. Donc, en fait, ils peuvent le passer, enfin, ils peuvent le préparer au lycée. Il y a un module qui fait que tu peux Ah ouais? t'inscrire et il te prépare. Il prépare le code au sein du lycée. Mais elle est arrivée trop tard parce que en fait, ça se fait plus jeune. Et donc, elle ne pouvait pas le préparer au lycée et elle le prépare dans un auto-école de notre ville, McLean, où nous habitons. Et donc, je l'ai inscrite et elle prépare son code sur Internet par elle-même. C'est très, très bien fait. Et après, elle prendra des leçons avec un moniteur. Et après, ça sera conduite accompagnée. Alors ça, je ne suis pas du tout conduite accompagnée parce que c'est ma hantise. Mais aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pas autrement en fait. Ah bon? Ouais. Alors, la façon de conduire des Américains peut paraître surprenante. Moi, ça ne me dérange pas. En fait, les Français disent qu'ils ne savent pas conduire. C'est-à-dire que, en fait, ils passent le code. Ensuite, ils ont 2 ou 3 leçons avec un professeur et ils sont lâchés dans la nature. Donc, en fait, ils ne savent pas conduire. Ils sont lâchés dans la nature avec les parents. Mais ça veut dire que ce sont les parents qui leur apprennent à conduire. Ils apprennent à conduire avec leur propre voiture, avec leurs parents, qui savent même pas très bien conduire. Donc, tu imagines un peu. Donc, ils sont réputés aux États-Unis, même les Américains le disent. Dès qu'ils voient un jeune dans une voiture, tout le monde s'écarte. D'accord. Parce que ce sont des dangers publics. Ils ne savent pas conduire. Et donc, moi, j'en ai discuté avec le moniteur d'auto-école et je lui ai dit, écoutez, moi, c'est simple, je veux pas de ça. Parce que quitte à payer un peu plus d'heures de conduite avec lui, mais je veux, quand ma fille rentre dans ma voiture avec moi, qu'elle sache conduire. Parce que tu peux pas maîtriser, en fait, quand tu es à côté, tu maîtrises rien. Ah bah ouais, non. C'est l'angoisse. Alors, moi, j'ai très peur avec un enfant qui conduit. Mais il y en a qui vivent ça très très bien, hein. Pas un problème. Bon, ça sera donc une prochaine grande aventure. Voilà, exactement. Mais elle espère bien l'année prochaine passer son permis. Mais je pense que comme elle est raisonnable, ça posera pas de problème. Et d'ailleurs aux États-Unis, ce qui est drôle, c'est-à-dire que les jeunes conducteurs donc payent une assurance. Eh bien, l'assurance est plus chère pour les garçons. Ah oui? Alors, oh là là, il y en a qui vont crier au scandale. Euh, Parce que aux États-Unis, les garçons sont réputés pour être plus dangereux. Ouais. Donc l'assurance coûte plus cher. Je me demande Et les si filles on plus n'avait pas raisonnables. eu la même chose. Je sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais quand on habitait en Belgique, pendant 9 ans et je crois que l'assurance était moins chère pour moi. C'est possible. Il faudrait que je vérifie, ouais. Mais... C'est possible. Mais du coup, je veux bien qu'on revienne sur ce que tu as dit sur l'insertion dans la vie américaine, à la fois de votre famille et puis de toi particulièrement, puisque donc tu dois un petit peu te réinventer professionnellement et socialement. Alors, Enfin, tu vois, tu dois quand même tout recréer, quoi. tout à fait. Alors, en fait, nous avons eu la chance d'être en lien avec une Américaine qui habite pas loin de chez nous. On a de la chance. Il y a plusieurs mois, quand on était en France déjà, c'est une amie d'un cousin. Enfin voilà, on nous a mis en lien. Elle a été d'une grande aide, d'un grand soutien. Et quand nous sommes arrivés, 2 jours plus tard, elle est venue, elle a frappé à la porte et depuis, on ne se quitte plus. En plus, on s'entend bien, c'est formidable. Oui, ça tombe bien. Ça tombe bien. Et donc, elle m'a expliqué plein de choses sur la culture américaine. Elle m'a ouvert des portes pour des expositions. Ça, c'est vraiment génial, grâce à elle. Elle n'est pas du tout dans ce milieu-là, hein. Dans le milieu artistique, elle découvre totalement avec moi, mais ça lui fait hyper plaisir. Et donc, Catherine, dont je parle souvent sur Instagram, Ouais. a été
mon premier point d'ancrage quand on est arrivé. Ensuite, on a fait la connaissance, il y a le réseau français, donc on a fait la connaissance de plusieurs Français. Ça aide. Et puis, j'ai fait aussi la connaissance, j'ai été mise en lien avec une dame d'un certain âge qui a 80 ans, qui est la tante de ma sœur, enfin du mari de ma sœur, enfin voilà, qui est américaine et qui vit aussi à McLean, quelle chance. Dis donc. Et qui, pareil, nous a accueillis très chaleureusement. Et puis en fait, dans la rue où nous habitons, on habite un quartier hyper sympa. Les gens, quand ils nous ont vus arriver, eh bien, ils sont venus taper à la porte avec un bouquet de fleurs. Notre voisine d'à côté, elle est fleuriste à Washington. Alors, elle m'a apporté des fleurs de son jardin. Hyper gentille. La maison d'à côté, ce sont des Italiens qui sont arrivés l'année dernière. Et pareil, elle, Marie-Lisa, avec qui je suis amie maintenant, m'a offert un café. On s'est invité plusieurs fois. La maison d'en face, c'est une famille de Chiliens. Ils nous ont apporté une bouteille en nous souhaitant les bienvenus. Et puis, nos propriétaires, qui sont un couple de personnes âgées, qui sont grecs américains, adorables, hyper gentils. Alors eux, c'est simple, parce que quand on est arrivé, la maison était vide. Ils nous ont donné un nombre de vaisselles, ils nous ont donné des luminaires, parce qu'on n'avait emporté aucun luminaire, parce que ce ne sont pas les mêmes prises. Ouais. Donc on avait des luminaires, ils nous ont donné un nombre de choses incroyables, hyper gentils. Et puis l'autre maison encore à côté, ce sont des Américains. Elle est venue me dire bonjour, elle était en pyjama, mais il faut dire que les Américains passent leur vie en pyjama. Je dis ça, c'est pas vrai, mais bon, quand même, un peu. Et donc, si tu veux, tous les gens qui étaient autour de nous nous ont souhaité la bienvenue. J'étais hyper touchée, en fait, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et quand les gens sont sympas avec toi, ça t'aide à t'intégrer déjà. Ouais, c'est sûr. Alors, moi, je parlais un peu anglais. J'ai un accent immonde. Mais je me fais comprendre. Et puis, j'ai pas peur. Donc, j'ai fait mes démarches à droite, à gauche. J'y suis allée avec mon petit accent, mon petit anglais. Et puis, j'ai vu que les gens étaient sympas malgré tout, que les gens étaient aidants. Je trouve que les Américains sont ce qu'on appelle ici très friendly, c'est-à-dire très agréables au premier abord, très souriants, même si ça va pas forcément plus loin. Hein. Ouais. Mais je trouve que les gens qui sont souriants et qui sont de bonne humeur le matin, qui te demandent comment ça va, je trouve ça génial. J'étais tellement habituée ces 6 derniers mois à me battre contre des gens pour notre départ, qui étaient désagréables, humiliants, que je trouvais que c'était formidable finalement. donc, je me suis bien intégrée, mais je constate quand même qu'il est plus facile de rencontrer des étrangers que des Américains. Ah ouais. Les Américains restent un petit peu sur la réserve, en fait. Et tu peux avoir une relation tout à fait cordiale, mais tu t'en feras pas forcément des amis. Ouais, ok. J'ai rencontré des Françaises qui sont à Bethesda. Bethesda, c'est l'État d'à côté. Il faut savoir que Washington est entouré de 3 États. Nous, on est en Virginie, qui est l'État plus vers le sud. Et juste à 10 minutes ici, tu as le Maryland. Okay. Et dans le Maryland, il y a une ville, Bethesda, où il y a effectivement beaucoup d'expatriés français, parce qu'il y a le lycée français là-bas. Donc c'est plus pratique pour eux. Ouais. Et les Français que je rencontre là-bas me disent souvent qu'en fait, ils ne sont pas intégrés. Mais pas du tout, c'est-à-dire que les voisins sont même pas sympas, qui sont des voisins américains. Ouais. Alors, je ne sais pas du tout si c'est dû à un État, ou c'est parce qu'il y a trop de Français là-bas, ou je ne sais pas du tout, je ne peux pas te l'expliquer. Toujours est-il que maintenant, il commence à y avoir des Français qui s'installent à McLean parce qu'ils trouvent qu'en Virginie, les gens sont plus sympas. donc voilà, ça aide aussi. Mais quand même, ton environnement proche, du coup, ton voisinage est assez cosmopolite. Oui, tout à fait. Alors, il y a des Américains et il y a aussi des étrangers. Ouais.
Et il y a beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de Coréens qui viennent ici. Pourquoi, j'en sais rien. Et il y a aussi tous ceux qui travaillent dans les différentes ambassades. Il faut savoir que Washington, c'est quand même une ville très fonctionnaire. Il n'y a que des fonctionnaires quasiment. Il y a peut-être des entreprises, mais enfin des entreprises, comment dire, d'usines. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait. Tu vois, c'est vraiment un esprit fonctionnaire. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Parce que tu as quasiment toutes les ambassades du monde entier. Donc forcément, tu as énormément de cultures différentes. Et c'est ça qui est génial. C'est sûr que c'est hyper enrichissant, quoi, d'évoluer dans un univers comme Tout à ça. fait. Ouais. Et pourquoi vous avez fait le choix, vous, de vous installer là, à McLean, et pas à Bethesda, par exemple, où il y avait une communauté française plus importante? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon mari travaille à différents endroits, et dans le sud de McLean, c'est-à-dire un peu plus loin, à une demi-heure. Et ça nous paraissait stratégique. Moi, au début, il m'a dit, voilà, je vais travailler à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il faut que tu trouves une maison au milieu de tout ça. Et donc, on a regardé et on a choisi McLean parce que par rapport à la route, ça nous paraissait pas mal. Ensuite, il y avait le fait que nous, on ne voulait pas mettre nos enfants au lycée français parce que c'était trois années où on voulait une immersion totale. Parce que les Français, en général, mettent leurs enfants dans le lycée français. Après, chacun fait les choix qu'il veut. Il y en a qui veulent une scolarité française ou peu importe. Nous, on avait fait le choix, on s'était dit non. Mes enfants, d'abord, ne voulaient pas. Et puis, le prix, déjà, était assez... Et parce que du coup, c'était à vous, parce que souvent, quand on est expatrié d'un point de vue professionnel, l'entreprise prend en charge le coût du lycée français. Là, c'était pas le cas. Oui. Alors, l'État ne nous a pas aidés du tout à ce niveau-là. Donc, sachant qu'il fallait payer la scolarité, on s'était dit, on fait le choix de l'immersion américaine, ce qui était le choix de nos enfants, et ce que j'ai trouvé intelligent, et ce qui m'arrangeait. Et donc, nous avons choisi McLean pour son lycée aussi, parce que j'étais mise en lien, comme je le disais tout à l'heure, avec une Française qui avait été institutrice dans les établissements américains. Je l'avais appelée très rapidement et je lui avais posé des questions. Et elle m'avait dit, dans les lycées, un des meilleurs de la Virginie, de l'État, c'est McLean. C'est le lycée de McLean. Et donc, on s'était dit, autant les mettre dans le meilleur lycée, puisqu'il est à côté. Donc, on a fait ce choix. Et donc, on a cherché une maison à côté du lycée. Après, on a fait appel à un agent immobilier. Et on lui a dit de trouver une maison le plus près possible du lycée. Et la maison est vraiment à côté du lycée. Enfin, à côté. Les enfants vont en cours à pied. Je ne les emmène pas. Ah, chouette. Donc ça, c'est vachement bien. Et vous êtes, vous avez trouvé la maison directement quand vous êtes arrivé déjà dans cette maison-là, quoi, que vous allez garder pour les 3 ans. En fait, on a trouvé la maison 2 semaines avant de partir. Donc c'était un bon timing. Pour le reste, du dernier moment, parce que tout a été fait au dernier moment, tout s'est décoincé au dernier moment. Et donc la maison a été trouvée 2 semaines avant de partir. C'est très compliqué, ça faisait déjà 3 mois qu'on cherchait. C'est très compliqué de trouver une location parce qu'on est à l'étranger, qu'on n'avait pas la carte de sécurité sociale américaine. Bon voilà, ça faisait beaucoup de choses qu'en fait on a été refusé plusieurs fois pour des locations parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Du coup, on a changé d'agent immobilier et l'agent qu'on avait trouvé, je l'ai appelé au téléphone quand on était en France et je lui ai expliqué la situation parce que j'avais compris pourquoi ça n'avançait pas. Et je lui ai dit, écoutez, c'est simple, notre préparation est déjà tellement compliquée, je suis à un niveau de stress que moi, quand je veux arriver, je veux qu'il y ait une maison. Je ne veux pas arriver à l'hôtel avec mes valises, mes 4 enfants, et chercher une maison pendant les vacances. C'est pas possible. Ça sera au-dessus de mes moyens, de mes capacités. Je ne peux pas. Et donc je lui dis, faites votre possible pour en trouver une. J'ai mis un peu la pression, j'avoue. Et elle a trouvé une maison. Elle a trouvé des propriétaires, surtout, c'est ça qui est important, qui ont accepté qu'on loue la maison, même si on venait de l'étranger et qu'on n'avait pas la carte de sécurité sociale américaine. Ce qui est très difficile
Et donc, on a eu cette chance. Les propriétaires sont adorables. Et donc, on a pu arriver dans la maison qui était totalement vide, qu'il est resté 3 semaines à peu près, parce qu'il y a le container qui était au milieu de l'océan. Mais au moins, on a pu s'installer dans la maison avec nos matelas gonflables pour dormir. Voilà. Et puis aussi, une chose que j'ai pas dite tout à l'heure, grâce à un site sur Internet, il y a un site pour toutes les familles françaises qui arrivent à Washington. On a été accueillis par une famille française qui nous a accueillis à la sortie de l'aéroport et qui nous a accueillis pendant 2 jours chez elle, avec tous nos enfants. Et grâce à ce site, parce qu'on a été mis en relation et que voilà, après elle m'a dit, mais Astrid, quand vous arrivez, on vous accueille, on vous ouvre la maison, vous venez dormir chez nous. Et ça, vraiment, ça a été vraiment un beau cadeau, parce qu'on est arrivé dans une famille française qui nous a accueillis. Elle m'a baladé en voiture partout. Elle nous a aidés dès le lendemain à aller acheter des téléphones pour tout le monde, ouvrir des lignes téléphoniques, faire des choses que si on avait été seul, il aurait fallu le faire tout seul. Et vraiment, ça aurait été compliqué. Ça t'aurait demandé de l'énergie. Évidemment. Alors que là, plus, honnêtement, c'était tout bénef pendant 2 jours. Et puis au bout de 2 jours, on a dit bon bah maintenant on a acheté des matelas gonflables. On a dit bah maintenant on va habiter chez nous. Ouais. Et donc après on est arrivés tous les 6 et puis c'était parti quoi. Ouais. Et cette famille qui nous a accueillis est restée des amis, sont maintenant des amis. Et ils habitent aussi à McLean ou pas loin du coup? Non, ils habitent Bethesda. Ah ouais, ok. Et comment ça s'appelle ce site? Ça peut peut-être servir à d'autres. Les mamans autour de DC. Ok. Alors c'est un site où j'ai constaté maintenant il y a plus d'hommes qui envoient des mails que les femmes, mais ça s'appelle à l'origine les mamans autour de DC. C'est un site où tu mets toutes tes annonces, tout ce que tu veux, les partages d'idées, je vends une lampe, je cherche tel livre, voilà, et c'est très très bien parce que nous on a acheté une tondeuse, on a acheté plein de choses. Moi j'ai mis une annonce comme quoi on arrivait à McLean et c'est comme ça que j'ai rencontré une autre famille qui habite à McLean aussi. Donc j'ai fait des rencontres grâce à ce site. Donc c'est pas à négliger quand on part à l'étranger. C'est bien de se dire on veut faire une immersion à l'américaine, mais il ne faut pas tout envoyer balader. C'est-à-dire que même ce qui est français peut être très très utile. Enfin voilà, Moi j'ai des amies françaises qui habitent Bethesda qui sont géniales. J'ai des très bonnes amies. Il y a un autre site aussi qui aide pour l'accueil des Français à Washington qui est super, qui nous a bien aidés aussi. Donc il y a des outils aussi pour être accueillis. Ok. Mais c'est vrai, hein, même quand on veut partir en immersion, l'air de rien, la communauté française permet déjà de trouver des réponses pour résoudre des situations de la vie quotidienne. Comme tu disais, peut-être, tu vois, avoir les forfaits téléphoniques, enfin je sais pas, internet à la maison, se raccorder à l'électricité, à l'eau, enfin tu vois, mettre en route les compteurs, enfin c'est des trucs super pratico-pratiques, mais bon quand tu débarques dans un nouveau pays, ça te demande vachement d'énergie de dépatouiller tout ça, donc c'est vrai que la communauté française permet vraiment de se reposer un peu sur elle et sur son expérience, donc c'est rien que pour ça déjà c'est appréciable. Et puis après forcément, tu vois, moi j'ai remarqué même en étant expatriée en Belgique, qui est quand même pas le pays le plus différent de la France qu'on puisse trouver, on sent quand même vachement, je trouve, un sentiment d'appartenance à ton pays d'origine. Et puis du coup, tu te fais, quand tu rencontres des Français à l'autre bout du monde, facilement tu te fais des liens beaucoup plus facilement que des Français dans ton quartier, quoi. Tout à fait. Tout à fait, surtout quand tu n'arrives pas à t'intégrer. Et moi je l'ai vu parce que c'est vrai que j'avais vu des forums avant de partir où justement sur l'expatriation, et je voyais des commentaires de gens un peu acerbes en disant ouais, ces Français ils restent toujours ensemble, ils s'intègrent pas au pays où ils sont. Et je me suis dit oulala. Et quand je suis arrivée, et j'ai vu effectivement beaucoup de Français vivre ensemble, mais il faut connaître les raisons. Parce que c'est bien facile de juger comme ça, mais quand tu arrives dans un pays où tu te rends compte que tu n'as pas le droit de travailler, que ton voisinage n'est pas forcément très accueillant non plus,
que tu connais pas bien la langue, parce qu'il y en a qui la parlent pas bien, bah Mhm. forcément, naturellement, tu vas vers des Français, des gens qui parlent ta langue, qui ont ta culture. Ouais. Tu retrouves un peu ta famille en retrouvant la communauté française. Donc je dis, il faut pas trop critiquer, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe sur place en fait. Ouais. Non, Donc c'est sûr, déjà, de manière générale, juger une situation que tu ne connais pas, qui se passe dans un oui, autre pays, tout juste à par des fait. on-dit, c'est déjà Oui, absolument inutile et stupide. Mais oui, de toute façon, il n'y a pas tout acheté dans les communautés françaises, quoi. C'est pas parce qu'on exactement. part vivre à l'étranger que on veut tout renier Mais, de son et pays ça ne veut d'origine. pas, et ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas essayé de s'intégrer Oui, aussi. ouais, ouais. Là, par exemple, ma voisine qui est italienne, eh ben, elle rencontre le même problème que les Français. Ah ouais, ok. Eh ben, la communauté italienne, elle se retrouve entre elles parce que elles se retrouvent entre elles parce que l'intégration, bah, elle se fait pas forcément très très bien. Ouais, Et c'est ouais. pas si facile que ça en fait. C'est amusant, ça peut donner à réfléchir sur la manière dont on intègre les étrangers qui arrivent Oui, chez nous. exactement. Ça m'a donné à réfléchir. Ouais, ouais. C'est très enrichissant. On apprend plein de choses quand on va à l'extérieur, enfin à l'étranger. Ouais, Je ouais, trouve tout à ça, fait. je trouve ça Et très puis, chouette. Et et puis puis ça après, remet les si, pendules à l'heure. ouais, sur un certain nombre de sujets, c'est vrai, hein. Oui, Et puis tout après, à si fait. vous rentrez en France, on va dire si, parce que peut-être que vous partirez ailleurs, qui sait. Mais enfin, si ou quand vous rentrerez en France, vous pourrez, vous vous rendrez compte aussi de tout ce que la France a de bien, Tout à et fait. puis a de moins bien, mais vous aurez déjà un point de Mm. comparaison par rapport à comment c'est ailleurs. Ça change vraiment aussi la perspective et le regard qu'on a sur son propre pays, quoi. Ah bah Donc tout à fait. c'est Oui. enrichissant Ouais, et ça permet de progresser, moi je trouve, ouais, à tout à plein fait. d'égards. Ouais, oui. Bon, écoute Astrid, ça fait une petite heure là qu'on papote. Il va être temps de conclure. Est-ce que tu pourrais dresser en quelques mots du coup un bilan de ces 6 mois passés aux États-Unis et aussi, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais vous en avez déjà profité pour faire quelques petites escapades aux États-Unis, découvrir votre pays au-delà de Washington et de la Virginie. Mais voilà, est-ce que tu aurais quelque chose peut-être à partager, un petit mot de la fin sur ce début d'aventure américaine? Alors, ça fait 6 mois qu'on est là et moi je suis très heureuse. Je l'ai été dès le début. C'est drôle parce que quand nous sommes partis, je ne, j'avais des a priori sur les États-Unis et j'étais pas forcément emballée comme beaucoup de monde qui disent oh, les États-Unis c'est génial, tout ça, tout ça. Ouais. Je disais ok, on va aux États-Unis, pas plus que ça. Et, euh, et en fait, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. C'est déjà bien. Je suis pas. J'ai encore à apprendre et à découvrir beaucoup de choses sur les États-Unis et sur les Américains. On n'a pas vu grand-chose, même si on a pas mal voyagé, on n'a pas vu grand-chose encore de tous les États-Unis. Mais de ce que j'ai vu, ça me plaît énormément. Je me sens, je dirais presque comme si j'étais chez moi en fait. Tout se fait naturellement, malgré quelques petites différences de culture, de choses comme ça. Je pense qu'il faut arriver avec des a priori positifs. Alors moi, c'était pas forcément mon cas, mais j'étais ouverte. En fait, je reste ouverte à, à la nouveauté. Et du coup, je pense que ça m'aide à m'intégrer et à être épanouie là où je suis. Et puis, j'ai aussi beaucoup de chance, c'est que je rencontre les bonnes personnes au bon moment. Mm. Et ça, vraiment, c'est un cadeau. Parce que ce sont les rencontres qui font que ta vie prend telle ou telle direction. Et je trouve ça génial, en fait. Et chaque fois que je fais une rencontre ici, je me dis, mais quelle chance on a. Enfin, c'est formidable. Et, et donc, il y a ça. Je trouve que nos enfants se sont vraiment bien intégrés et je suis très heureuse pour eux. Pour mon mari, ça se passe très bien. Et c'est vrai que dès qu'il y a 4 jours de congé, je dis tout le temps, il faut partir. Il faut partir en voyage. Il faut les découvrir. Alors, mon mari et mes enfants sont un peu fatigués. Mais je me dis, on n'a que 3 ans. Il faut mettre à profit, il faut visiter le plus possible. Ouais, ouais, ça passe vite en 3 ans. Ça passe très vite.
Et en fait, les étudiants américains ont très peu de vacances dans l'année. Mais par contre, ils ont pas mal de week-ends de 4 jours ou 3 jours. Ah ouais, ok. Donc ça, il y en a beaucoup dans l'année. Et donc, il faut profiter de ces week-ends pour s'évader. Ouais. Et je trouve ça génial de partir à droite à gauche. Pour l'instant, on est parti que en voiture. Je trouve ça super parce que on a fait beaucoup de kilomètres en voiture et on a découvert des villes que j'ai adorées. On a découvert en premier New York. C'était en septembre. On est parti un peu sur un coup de tête au dernier moment. Et moi, j'ai adoré New York. Je pensais pas que j'allais aimer, en fait. Parce que, pareil, New York, tout le monde trouve ça génial. Ça me saoule un peu, quoi. Ouais. Et puis, finalement, on est complètement saisi par cette ville. Mais Donc, t'es un peu une rebelle, Astrid, non, quand même? un peu, même à mon âge. Pourtant, on est rebelle qu'à l'adolescence, je comprends pas. Je trouvais que cette admiration pour New York était un peu surfaite. J'avais l'impression. Mais c'est bien parce que tu vois, à mon âge, je réalise que il faut toujours se remettre en question. Et c'est vrai que moi, j'ai été saisie par New York par l'immensité en fait. C'est juste dingue comme ville. C'est pas que ce soit joli, hein. C'est juste dingue. Et puis après, on a visité Chicago. Et alors là, j'étais totalement amoureuse de Chicago. Ah ouais. Qui est une ville beaucoup plus petite, mais l'architecture, alors là, est complètement dingue, hyper jolie. Même mon mari, qui n'aime que ce qui est ancien et aime la nature, il a même dit que Chicago était ce qu'il y avait de plus beau de ce qu'on avait vu, quand même. Quand même. Quand même, alors que ce sont que des gratte-ciel. Faut le faire. Et puis, dernièrement à Noël, on était à la Nouvelle-Orléans et ça a été un total dépaysement pour nous. Très enrichissant aussi, parce que très différent. On a logé pendant une semaine dans un quartier assez pauvre. C'était une prise de risque. On m'a dit, ça, faut vraiment que tu évites de le faire quand tu vas aux États-Unis. C'est vrai que je connais pas trop la culture. C'était une prise de risque. Ça s'est hyper bien passé. Mon mari a copiné avec les voisins de la rue. On s'est jamais senti en danger, alors que la drogue est en vente libre là-bas. Hein. C'est juste surréaliste. Et pareil pour Chicago, j'avais trouvé un Airbnb qui s'est avéré dramatique, qui était dans la banlieue sud de Chicago, et ça a été là, on n'est pas resté, on n'a même pas dormi là-bas. Donc, voilà, j'ai le chic pour trouver des logements dans des quartiers qui sont pas forcément fréquentables. Mais je trouve que justement, ça nous permet de découvrir une autre facette des États-Unis, pas forcément toujours la facette touristique avec les jolies maisons, les jolis quartiers. C'est aussi alors bien de découvrir autre chose. Et à Chicago, j'ai emmené tout le monde dans des quartiers un peu moins touristiques, même limite parfois on restait dans la voiture. Mais ah ouais, un peu craignos. Un peu craignos. On m'a dit, t'es allée dans ce quartier-là, mais fallait pas quand même. Hein. Alors peut-être que je prends trop de risques, j'en sais rien. Ça s'est toujours bien passé. Et je trouve que c'est important pour les enfants et puis pour nous de découvrir les deux facettes. Ouais. Un pays, c'est pas que des quartiers beaux, ou c'est tout un ensemble en fait. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, les États-Unis, honnêtement, c'est tellement grand. Déjà en termes de paysages, d'architecture, etc., il y a une diversité assez incroyable. Et j'imagine, je connais pas très bien parce que pour le coup, moi, j'ai juste fait 2-3 fois la touriste. Mais j'imagine aussi que d'un point de vue culturel, tu vois, sociétal, la vie à l'est par rapport à l'ouest, par exemple, par rapport au centre du pays, au sud, au nord, en fait, il doit y avoir quand même des différences. Comme chez nous, on dirait qu'il y a des différences entre des Autrichiens et des Français, quoi. Tout à fait. Oui. Alors ça, je l'ai pas encore expérimenté. Je suis déjà allée à San Francisco et San Diego, mais il y a très longtemps, et c'était en touriste. Je connaissais pas très bien. Hein. Et on connaît pas encore le centre des États-Unis, donc on n'a pas encore de point de comparaison, peut-être avec le sud, mais je dirais qu'on connaît pas grand-chose encore. Ouais, mais ça fait que 6 mois que vous y êtes. Hein. Ça fait que 6 mois qu'on est là, on n'a pas vu grand-chose encore, donc on peut pas tellement comparer. Et puis en même temps, on apprend. Moi, je sais que pendant qu'on a fait de la route,
peut-être que je parle trop, tu vas me dire, hein, de m'arrêter s'il faut. Non, non, vas-y. Quand on a fait la route pour partir à la Nouvelle-Orléans, on a fait 3 jours de route. Et ben pendant ce temps-là, mon mari lisait un bouquin qu'il avait acheté sur la guerre de sécession. Ouais. Et il me disait des passages qui étaient très, très intéressants. Et en fait, je pense que pour comprendre un pays, il faut comprendre son histoire et sa géographie. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte des problèmes qui étaient un peu compliqués entre le sud et le nord, que la Virginie, c'était aussi le sud et le nord en même temps. Et en fait, on commence à comprendre certaines choses de la relation entre les Afro-Américains, les blancs, les noirs, pourquoi le racisme, pourquoi telle chose, pourquoi comment s'appelle ce mouvement-là qui est Black Lives Matter. Voilà. Et donc il faut essayer de mettre de côté notre façon de penser à la française, Ouais. essayer de comprendre comment ça fonctionne aux États-Unis, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et là, par exemple, hier, on a regardé une émission sur la géographie et la population aux États-Unis, où se trouve comment se répartit la population aux États-Unis et pour quelles raisons. Ouais. C'est vachement intéressant de savoir que eh bien, 80% de la population américaine se trouve à l'est des États-Unis. 80%? Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et 20% se trouve à l'ouest. Et à l'ouest, c'est toute la côte. En fait, tu as un désert quasiment au milieu des États-Unis, du nord jusqu'au sud, où tu n'as quasiment pas de population. Et après, donc, ce documentaire nous a expliqué le pourquoi la géographie naturelle, pourquoi la population se met à l'est, pourquoi elle se met à l'ouest, pourquoi elle ne se met pas ici. C'est vachement intéressant. Ouais, c'est sûr, c'est hyper enrichissant. Ça vous permet de mieux ressentir au final des situations que vous allez vivre avec des Américains, et ça va vous donner des clés, quoi. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as déjà eu des personnes qui sont parties aux États-Unis dans tes podcasts? Oui, j'ai interviewé il y a 1 an à peu près Déborah sur Instagram. Elle s'appelle See You Son, enfin sur Instagram et sur son blog. Et en fait, Déborah, elle a un petit garçon qui a 7 ans, je crois maintenant. Et donc ils ont vécu en Californie pendant quelques années. Ils sont rentrés en Belgique, donc ils sont belges. Ils sont rentrés en Belgique en catastrophe avant le Covid, enfin au moment du confinement et tout ça, parce qu'ils se sentaient pas de rester un peu isolés. Et puis d'un point de vue santé, enfin c'est vrai qu'au début du Covid, on savait tellement pas ce que c'était que le Covid, que c'était très difficile de se projeter. Donc ils sont rentrés en catastrophe en Belgique. Ils ont vécu, du coup, ça fait mars 2020, ils ont vécu 2 bonnes années en Belgique. Et là, ils sont partis à l'île Maurice pour 1 an ou 2. Et en fait, pendant tout ce temps, ils ont monté un dossier pour obtenir une green card. Et ils l'ont obtenu. Donc voilà, donc ils vont retourner. Ils sont en train de mettre ça en place. Donc eux, c'est plutôt côte ouest. Et voilà, j'avais intitulé l'article et le podcast Vivre son rêve américain, parce que pour Déborah, c'est vraiment the American Dream. Elle se sent libre en fait aux États-Unis, libre d'être qui elle veut, de vivre comme elle veut, de faire le travail qu'elle veut. C'est vraiment the American Dream, quoi. C'est vrai qu'il y a une liberté ici qu'on peut peut-être ne pas retrouver, qui nous semble un peu étriqué en France. Ouais. Mais je le redis, et je le redis souvent aux enfants, on fait partie quand même des privilégiés. On a la chance de vivre la vie qu'on a aux États-Unis. Tout le monde ne l'a pas forcément. Ouais. Et cette chance, il ne faut pas la gâcher, en fait. Il faut la faire fructifier, en quelque sorte. Et je trouve ça génial. Il faut pas que nos enfants... je voudrais pas que mes enfants soient gâtés, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois, par cette expérience, mais que ce soit quelque chose qui puisse après faire fructifier d'une manière positive. Ouais, qui sache apprendre quelque chose de cette expérience pour ensuite que ça leur serve dans leur vie future, quoi.
Ouais, ouais. Bon, bah écoute, c'est tout le mal que je leur souhaite et que je vous souhaite à tous les quatre. On va s'arrêter là-dessus, je pense. Merci beaucoup, hein, Astrid, de ton témoignage, de tout ce que tu nous as raconté, les chouettes opportunités, les chouettes rencontres et puis les moments un peu plus difficiles liés à cette expatriation aux États-Unis. Je vous souhaite vraiment de profiter de ce grand pays, de cette quand même belle culture pendant les 2 ans et demi qui vous restent. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Floriane. Encore une fois, je remercie infiniment Astrid du temps qu'elle m'a accordé, de son témoignage, je trouve qu'il est assez précieux et intéressant pour vous tous qui pensez peut-être à une expatriation un jour. Le chemin pour y arriver peut être parfois semé d'embûches et puis l'aventure se révélait bien plus belle qu'espérée à l'arrivée. Donc voilà, c'est toujours très très riche de se confronter à une nouvelle culture. Et vraiment, je remercie beaucoup Astrid d'avoir partagé son expérience avec nous. Vous retrouverez évidemment toutes les notes de l'épisode sur le blog. Et puis, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, nous laisser un petit commentaire, le partager sur les réseaux, dans la vraie vie. Tout ça nous fait extrêmement plaisir à chaque fois. Donc surtout, ne vous en privez pas. Et puis, je vous dis rendez-vous à la prochaine fois avec une nouvelle histoire de famille voyageuse. Allez, à très bientôt.